écoutez, cher Herman, on est heureux de vous accueillir. On vous donne 15 minutes. On vous invite à présenter donc en 15 minutes votre sujet. OK, merci. Je vous en prie. Merci. OK, bonjour à tous et désolé pour mon absence tout à l'heure. Il y a une raison de coupure d'énergie électrique. Bon, ma présentation est sur la construction et l'évaluation d'un modèle statistique des prévisions saisonnières au Cameroun. Déjà, ce thème a été choisi dans le but d'apporter des améliorations dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, qui sont des principales activités très ressources dans le domaine de l'économie. On sait qu'avec les fluctuations des cumuls pluviométriques, que ce soit des extrêmes ou encore des déficits de pluie, ont des impacts très remarqués de manière temporaire, de manière spatiale et de manière temporaire dans les domaines d'agriculture et l'économie de l'élevage, autant pour moi, où on remarque des déplacements d'un lieu à un autre par des éleveurs, des agriculteurs, à la recherche des zones climatiques très améliorées pour les différentes cultures. Donc, c'est sur cette base que nous nous sommes lancés dans cette étude-ci. Question d'apporter des informations particulières pour pallier à ces problèmes-là. Donc, ici, on voit, comme on le dit, le problème ici, c'est les provisions saisonnières pour l'agriculture et l'élevage. L'objectif est de construire puis évaluer un modèle statistique permettant d'émettre des prévisions du temps futur euh, quant aux précipitations. Spécifiquement, on aura calculé les différents indices de pluie et de température de surface de la mer, construire des modèles à travers des régressions linéaires multiples et par la suite évaluer ces différents modèles-là, question de les caler pour les utiliser dans nos différentes zones d'études. Déjà, la prévision saisonnière ici consiste à prévoir la moyenne trimestrielle des paramètres météorologiques tels que les précipitations ou les températures pour les mois à venir. Généralement, on peut travailler au moins sur 3 mois. Et les fins, comme j'ai présenté, des prévisions saisonnières sont naturellement d'abord pour l'agriculture et l'élevage dans le compte de ce travail, mais aussi pour la sécurité alimentaire et aussi des transports. On a tous besoin de ces différentes informations-là pour pouvoir programmer un déplacement futur. Donc, ici, nous allons réaliser un modèle statistique à travers deux types d'indices, les indices régionalisés et aussi à travers les régressions linéaires. Les régressions linéaires multiples ici sont utilisées parce que pour, par exemple, prédire les pluies dans une zone géographique précise, on a besoin des indices de température océanique. Par exemple, on sait qu'en Afrique centrale, il y a l'océan Indien, l'océan Atlantique et même le Pacifique qui ont une influence sur la qualité et la quantité des précipitations en Afrique. Donc, d'autres choses aussi, les paramètres qui influencent la variabilité saisonnière, à part les températures de surface de la mer, notées ici TSM, nous avons aussi le couvert végétal. Le couvert végétal qui, dans d'autres études, ces personnes ont montré que la végétation avait une réponse très significative quant au cumul pluviométrique. Donc, les perspectives ici pourront aussi être utilisées pour regarder l'influence du couvert végétal sur les précipitations en Afrique centrale. Donc, notre domaine d'étude ici est le Cameroun, où nous avons travaillé avec 5 zones qui sont représentatives des 5 zones agroécologiques, puisque les travaux étaient à des fins agricoles, tant pour moi. La zone de Kaélé, la zone de Mekanga, Konsamba, Yaoundé et Kribi, où les zones de Yaoundé et Kribi sont situées, ont un régime pluviométrique qui est bimodal. La diapo suivante nous montrera cela. Par contre, les autres ont des régimes pluviométriques monomodales. Donc, ici, nous allons uniquement nous concentrer sur
les cumuls, les saisons ayant un cumul maximal pour voir, puisque ce sont les extrêmes pluviométriques qui décrivent mieux les activités agricoles dans chaque zone agroécologique. Donc, par exemple, les stations de Kaélé, Menganga et Konsamba, elles, elles ont des extrêmes de pluie dans les saisons de juin à septembre, mais puisque nous allons travailler avec des moyennes trimestrielles, nous allons uniquement utiliser les mois de janvier, de juin, juillet et de août. Par contre, Yaoundé et Kribi ont des cumuls maximaux lors des saisons septembre, lors des mois de septembre à novembre. Mars, avril, mai, il y en a aussi des pluies, mais qui n'ont pas qui ne provoquent pas, une, des, des, des extrêmes de pluie, des catastrophes climatiques, qui ne provoquent pas des catastrophes climatiques. Euh, pour la Japon-ci, les stations de... OK. Bon, comme données pour ce travail, nous allons utiliser premièrement les données de température qui nous proviennent de la direction de la météorologie nationale, qui sont ici des indices de température trimestriels, et les données de température de surface de la mer, qui sont également des indices trimestriels, des cumuls mensuels, où nous allons pouvoir calculer des indices trimestriels, question de pouvoir effectuer des régressions linéaires pour la construction de nos différents modèles. Les données de température nous proviennent de la National Oceanic Administration Application, et celles des précipitations nous proviennent de la direction de la météorologie nationale au Cameroun. La méthode de la méthodologie utilisée ici consistera premièrement à calculer les différents indices. Il s'agit ici des indices de température de surface de la mer et les indices de pluie. Il s'agira notamment de faire des moyennes selon les lois normales, où on aura à différencier avec la moyenne et à réduire par les cas types. Après le calcul des indices, on va procéder à la régression linéaire multiple. La régression linéaire multiple ici est utilisée parce que, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs zones océaniques ont un impact sur une zone géographique. Les températures de plusieurs zones océaniques impact sur les pluies d'une zone géographique. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sont des régressions linéaires multiples qui seront utilisées ici dans les fins d'établir les différents modèles. Et après, on pourra évaluer les différents modèles qui sont élaborés, qui sont de quantifier la qualité des différents modèles. Et notons que chaque zone océanique aura un modèle précis. Donc, comme nous avons travaillé avec 5 stations, chaque station aura un seul modèle construit parce que, étant donné qu'il s'agit de plusieurs zones agroécologiques, chaque zone agroécologique a un régime pluviométrique bien précis qui est de manière temporaire différent du régime d'une autre zone. En termes de résultats et de discussion, ici, premièrement, nous avons présenté les distributions temporaires en moyenne, des moyennes mensuelles des précipitations. Nous remarquons bien que les stations de Yaoundé en bleu et de Kribi en vert ont un cumul maximal lors des saisons de septembre, octobre, novembre. Par contre, et les deux ont un régime pluviométrique bimodal parce qu'il y a un maximum en mars, avril, mai, et aussi il y a des pluies en mars, avril, mai et des pluies en septembre, octobre, novembre. Mais en termes de cumul maximal, c'est septembre, octobre, novembre. Les trois autres stations ont un cumul maximal de juin à septembre, mais de manière trimestrielle de juin à août. Donc, il sera juste question ici de construire des modèles pour les mois de juin, de la saison juin, juillet, août, pour les stations de Kaélé, de Menganga et de Ponsamba. Par contre, pour les stations de Yaoundé et de Kribi, il sera question de construire plutôt des modèles correspondant aux pluies de la saison septembre, octobre et novembre. C'est ces différenciations qui seront utilisées.
Cette figure présente par contre les corrélations entre les différents indices qui, ici, les températures de surface de la mer qui ont été retenues ici proviennent des analyses en composantes principales où nous avons fait des téléconnexions entre les températures de surface de la mer et les pluies au niveau de chaque station. Là, nous avons Nino 3.4 qui est représentatif du Pacifique, l'Atlantique Sud, l'Atlantique Nord, l'océan Indien et l'Atlantique Est. Donc, on a fait des corrélations avec des différentes stations, avec chaque indice de les 4 premières corrélations-là, c'est avec les Nino. On remarque que Nino présente de fortes corrélations dans les stations de Meganga et de Konsamba. Corrélation positive à Konsamba et corrélation négative à Meganga. Par contre, l'Atlantique Sud, qui est de C à J, nous avons plutôt des fortes corrélations, toujours à Konsamba, mais par contre aussi à Yaoundé. Nous remarquons dans l'ensemble que les stations de Yaoundé de Konsamba présentent des corrélations négatives, des corrélations positives autant pour moi, et les corrélations de Yaoundé présentent aussi des corrélations positives. Ceci, de manière, en termes d'intensité, nous montre que une augmentation des températures de surface de la mer dans ces zones océaniques-là provoque également des augmentations de pluie, des cumuls de pluie, et comme conséquence, on pourrait naturellement avoir la destruction des, des plants, des inondations et tout. Par contre, lorsque les corrélations sont négatives, dans certaines zones, par exemple comme à Konsamba avec l'Atlantique Est, l'Atlantique Est étant déjà très proche de l'Afrique centrale, son impact, son influence sur les précipitations de l'Afrique centrale sont très significatives, puisque ces corrélations-ci sont à un seuil de significativité de 95%. On va voir que les augmentations de température provoquent plutôt des déficits de pluie. Donc, on pourra maintenant s'attendre à ce que les cultures à lancer lors de cette saison-là, en juin, juillet, août, à Konsamba, par exemple, ne puissent pas avoir suffisamment d'eau pour être réalisées. Après avoir calculé les différentes corrélations, nous nous sommes attardés uniquement aux corrélations qui étaient supérieures à valeur absolue à 0,33. Donc, pour la station de Kaélé, IJJA, là, c'est l'indice des pluies prévues pour la saison JJA qui a, dans cette station, nous sommes attardés sur l'Atlantique Nord du mois d'avril, 4 indices signifient avril, et Williams, là, c'est l'Atlantique Est du mois de mars, là, c'est l'Atlantique Sud tropical du mois de janvier. Et notons ici que les mois sont utilisés lorsque, par exemple, nous voulons faire des, des prévisions pour la session JGA. Nous sommes attardés au mois qui précède le mois de juin. Question d'avoir des informations déjà au préalable avant de construire nos différents modèles. Donc, lorsque, par exemple, nous avons pris les indices 4 et 5 pour une prévision, il s'agit là du mois d'avril et du mois de mai. Ceci signifie que les corrélations entre les températures de surface de mer de ces 2 mois ont une influence sur les précipitations. Ce tableau, par contre, présente les différents paramètres qui ont permis d'évaluer les différents modèles. Il s'agit là du taux de coïncidence pour POD, la probabilité de détection d'une année sèche. Là, c'est la probabilité de détection d'une année humide. Là, c'est la fausse alerte d'une année sèche, la fausse alerte d'une année humide. Et là, c'est la performance du modèle. Donc, globalement, on remarque qu'aucun de nos modèles ne présente de fausse alerte. La fausse alerte ici est définie comme une année prévue sèche, pourtant elle est observée humide, ou encore prévue humide, pourtant elle est observée sèche. Le taux de coïncidence, par contre, est supérieur à 76%. Par contre, la station de Konsamba n'a aucune détection de l'année humide parce que déjà, à ce niveau, nous avons des pluies supérieures en moyenne à 2500 mm par an.
Donc, notre modèle n'a pas pu détecter l'année humide à ce niveau. Ici, il s'agit de, premièrement, une vérification de notre modèle sur les 30 années d'élaboration du modèle qui était de 1958 à 1987. On remarque que pour toutes les stations, le modèle est assez proche des observations. Là, c'est l'évaluation du modèle sur la période de 1989 à 1993. Où également, on remarque que les prévisions ont été assez proches des observations. Ceci montre que l'évaluation temporaire coïncide avec l'évaluation statistique de notre modèle qui donne ici les performances de notre modèle qui étaient supérieures à 80%. Donc, les différents modèles qui ont été établis ici ont de très bonnes performances dans chacune de leurs zones agroécologiques. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les températures de surface de la mer expliquent de manière qui explique très bien les pluies au niveau des différentes stations. Et comme perspective, nous pouvons retrouver, rechercher de nouvelles zones océaniques à travers également d'autres analyses en composantes principales, mais aussi utiliser d'autres prédicteurs, à l'exemple, par exemple, du couvert neigeux, nuageux, de la végétation et même de la radiation solaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Herman Ledoux. C'est nous qui vous remercions pour votre belle présentation solide. Il a toujours été important de s'intéresser à la variation des régimes pluviométriques, mais encore davantage, je dirais, dans le contexte des changements climatiques et de leur accélération, ne serait-ce, comme vous l'avez bien démontré, parce que la pluviométrie a divers impacts tout à fait structurants sur le territoire, notamment par rapport à l'agriculture. Donc, merci beaucoup, Herman. On vous garde avec nous. Donc, nous disposons d'un peu plus de 10 minutes pour une période de questions. J'ai plusieurs questions pour nos conférenciers, mais je souhaiterais d'abord vous laisser la parole au public. Donc, écoutez, je vous invite à ouvrir vos micros, s'il vous plaît, lorsque vous avez une question et à poser votre question au conférencier, conférencière à laquelle elle s'adresse en identifiant, bien sûr, le destinataire de votre question. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-ci pour nos 4 présentateurs? Donc, je répète. Oui, oui, je vous vois. Bonjour, je vous invite à prendre la parole, s'il vous plaît, mademoiselle. Oui, bonjour, ma question s'adresse à Mayabidi sur le recyclage des matières organiques. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes particuliers dans votre projet ou bien d'autres, qu'est-ce qui pourrait être les facteurs, quels sont les facteurs qui pourraient faciliter la mise en œuvre d'un tel projet? Merci. Juste pour clarifier, moi, je m'occupe de la partie transport et c'est Eric qui s'occupe de la partie traitement. En fait, les majeurs problèmes, ça provient des lacunes des informations, c'est-à-dire les données, les localisations des clients et tout ça pour que je puisse faire tourner mon modèle. Aussi, je suis en train de travailler sur le modèle de prise de la décision. Je veux que comme le nombre de véhicules, que ce soit plutôt un output qu'un input. Et en principe, c'est ça. Merci pour votre question qui permet effectivement d'éclairer plusieurs dimensions du travail auquel contribue directement May. Merci May pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser à nos conférenciers, conférencières? Donc, je vous invite à tout simplement prendre la parole directement, le cas échéant. C'est plus direct que de passer par le chat. Moi, j'aurais peut-être une petite question. C'est la prérogative du modérateur. Donc, j'ai des questions pour nos 4 présentateurs, bien sûr, mais peut-être une question un peu plus particulière, justement, pour May, que j'ai face à moi. Donc, j'apprécie tout le projet de recherche et
toutes les perspectives qui sont derrière le projet de recherche avec, par ailleurs, les collaborateurs qui sont des membres assidus de l'Institut EDS, des amis de l'Institut. Je regardais les MRC à l'étude dans vos flux de transport, dans votre optimisation. Vous êtes sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, donc vous avez calculé, j'imagine, ma question est peut-être précise un peu, le cas échéant, n'hésitez pas à me le signaler. Vous avez calculé des transports via l'autoroute 20, c'est ça? Oui. C'est ça. Éventuellement, si vous aviez choisi, la question est tout à fait prospective, là, mais c'est le géographe qui parle, là. Si vous aviez choisi une MRC, un territoire, donc une municipalité régionale de comté, un territoire supralocal, disons, situé sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, par exemple, à cette hauteur-là, je ne sais pas, une des deux MRC de la région de Charlevoix, où le réseau viaire est moins développé. Est-ce que les perspectives d'application de votre modèle Oui, en fait, seraient les mêmes? il faut prendre en compte parce que les camions ont des dimensions bien déterminées, donc ils peuvent traverser les autoroutes, mais il faut aussi prévoir s'ils peuvent traverser des routes normales ou non. Donc, ce sont des choses à améliorer par la suite, parce que c'est ma deuxième session dans le doctorat et dans le domaine géométrique, en gros, ces deux premières sessions ont été plutôt pour fonder mes connaissances en géométrique parce que je suis à la base informaticienne. Oui, tout à fait. Ma question était, comme je vous disais, un peu précise, mais j'apprécie beaucoup votre réponse. Je pense qu'on va suivre avec intérêt le développement de vos projets. Donc là, j'aurais peut-être une question. Ben, écoutez, je vais peut-être redonner la parole aux personnes qui assistent. Donc, on a quand même 5 minutes pour poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser directement vos questions. Sinon, j'aurai une question qui s'adresse aux trois autres conférenciers. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Ma question s'adresse à May. Bon, ce n'est pas une question, peut-être une contribution, parce que moi, j'ai déjà travaillé avec la Ville de Montréal sur l'optimisation des transports, mais c'est plus avec les écocentres. Donc, je voulais juste vous donner quelques trucs là pour pouvoir travailler là-dessus, parce que nous, les contrats, il faut voir aussi la distance des contracteurs de là où ils partent pour aller peut-être vers les centres de transbordement. Donc, pour voir la distance la plus courte du départ du camion, parce que c'est vrai qu'ils ont des camions différents, mais laquelle peut être plus optimisée, puis la distance du contractant vers le site le plus proche. Donc, ça a été ça, là, le calcul qu'on a fait avec les montants aussi. Il y a les montants des contrats aussi qui rentrent en ligne de compte pour voir si le coût de ce transport-là, avec le temps qui a été mis. Ensuite de ça, il y a l'achalandage aussi. Donc, on voit est-ce que les contracteurs peuvent utiliser des horaires différents pour éviter l'achalandage afin d'écourter le temps mis sur le projet. Donc, c'est quelques astuces là que je voulais ajouter pour le travail. Merci. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci pour votre intervention. Je constate qu'ici, à l'équipe interne, donc mon collègue Edem Betoglou, chargé de communication, aurait une question à poser, je crois, à Herman Ledoux. Donc, Edem, je t'invite à prendre la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, Étienne. J'aurais peut-être une petite question pour toi, Emma. Je voulais savoir concrètement si, par rapport à ton étude, est-ce que tu as fait un lien avec les populations locales finalement? Est-ce que c'est ce qui est prévu pour la suite du projet, vu que tu as parlé de l'agriculture et également de l'élevage? Est-ce que tu prévois aller vers des agriculteurs et des éleveurs pour peut-être expliquer en quoi ton étude peut peut-être les aider à rentabiliser finalement leur manière de cultiver certains éléments de culture tout simplement au Cameroun, dans les communautés que tu as citées? Merci. OK, merci pour la question. Oui, justement, nous sommes un projet où, par exemple,
les prévisions des différentes cultures, des différentes saisons culturelles sont d'abord précédées par les prévisions climatiques saisonnières, les prévisions saisonnières des précipitations. C'est un projet qu'on a lancé cette année et on est en train de voir les observations. Déjà, une première réussite, c'est que le modèle a pu prévoir un décalage précoce des pluies pour cette saison. Nous avons eu les pluies qui étaient censées commencer le 15 mars. Le modèle, déjà, il a d'abord prévu euh, un cumul vraiment assez important des pluies, ce qui a été une très bonne information pour des agriculteurs qui, dans la zone de Yaoundé, plusieurs agriculteurs ont lancé leur culture de manière précoce et qui sont satisfaits aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple du maïs parce que je suis plusieurs personnes qui ont lancé très vite leur maïs 2 semaines avant la période propice et leur maïs a une très belle croissance. Maintenant, les perspectives aussi, c'est d'étendre le territoire. Pour le moment, je me suis juste attardé avec des connaissances qui avaient des très grandes plantations à Yaoundé où je suis, mais c'est de perfectionner le modèle afin qu'il puisse donner aussi des informations importantes sur le timing des cultures, le début des pluies et aussi la fin, le moment où le cumul, la période temporelle où on aura une abondance, parce que c'est aussi de ces informations dont les agriculteurs ont besoin. Quand est-ce que les pluies vont effectivement commencer? Est-ce qu'on aura un bon début ou encore un faux début? Donc, c'est un peu ça les perspectives. Mais déjà, on s'est rapproché des populations et les résultats s'annoncent quand même encourageants. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup, Herman, pour votre réponse. Donc, avant d'aller à la pause, j'aimerais quand même inviter Mohamed et Isa, donc en leur posant une question. Oui, 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 je vous en prie, Dieudonné. Rapide, s'il vous plaît. Ok, merci Étienne Bertol de m'avoir passé la parole. Ma question s'adresse à Eman. Chers collègues, j'ai écouté ta communication et elle me semble très utile en ce temps où on sait qu'il y a une sorte de crise alimentaire qui est en train de commencer à germer au Cameroun avec la crise ukrainienne qui a impacté sur le coût de certaines matières telles que le blé. Et à regard de ta communication, est-ce que tu intègres parmi tes cultures le blé qui est nécessaire, important en ce temps-ci où nous savons que, toi comme moi, nous savons qu'ici au Cameroun, les matières les produits fabriqués à partir du blé commencent à devenir de plus en plus chers, que ce soit la farine sur le marché devient cher, que ce soit le prix du pain. Toutes les populations sont impactées parce que la crise ukrainienne a fait que ces matières-là, le blé que nous avions facilement, nous ne l'avons plus. Et comment donc on peut, à partir de ton étude, intégrer la culture du blé et donner donner l'opportunité aux populations de pouvoir cultiver cela à des moments bien précis, à des saisons bien précises pour avoir un rendement et pouvoir juguler ce problème de sécurité alimentaire qui s'annonce de plus en plus de notre côté. Merci. OK, merci beaucoup pour votre question. Bon, avant que la crise du blé n'arrive, j'étais déjà sur un projet de l'impact du changement climatique sur les cultures du coton et des céréales. J'étais déjà sur ce projet-là. Comment est-ce qu'on pouvait, à partir de mon étude, améliorer cette étude-là pour essayer de retrouver cet impact? Comment garantir un rendement assez conséquent pour ces cultures? Et je pense que dans les céréales, on avait aussi introduit le blé. Bon, pour ce qui est de cette culture-là, pour le moment, je n'ai pas déjà toutes les informations de manière écologique sur la culture du blé. Je m'étais plus attardé d'abord sur le maïs, premièrement, puis le coton et les autres devaient suivre. Mais mon étude permettra à ce sens-là où
Le blé, par exemple, est une culture qui a un certain besoin en quantité d'eau. Un peu comme le manioc, on sait que cultiver, par exemple, le manioc dans une zone où les pluies, on reçoit plus de 2000 mm de pluie, c'est problématique. Donc, l'étude, pour moi, déjà, pour un début, ça sera quelle quantité d'eau a besoin le blé. Maintenant, on pourra, mes informations seront utilisées du genre, euh, pour cette saison qui arrive, telle zone aura plus de pluie. Donc, il n'est pas conseillé d'utiliser le blé là-bas. Pour une autre zone, voilà, le blé, c'est propice d'utiliser, de cultiver le blé dans telle zone. Là, c'est à mon niveau. Et en collaboration aussi, je travaille avec des agronomes qui, eux, ils s'attardent plus sur la qualité du sol de chaque zone agroécologique. Je peux peut-être dire que la zone de pluviométrie bimodale, peut-être forestière pluviométrie bimodale ici à Yaoundé, on aura telle quantité de pluie et c'est une quantité propice pour le blé. Et un agronome vient et me dit, non, la terre, elle est comme ceci. Le blé ne peut pas être produit ici. Donc, là, c'est premièrement. Deuxièmement aussi, par exemple, je prends l'exemple du Grand Nord qui n'a pas assez de pluie. Mon étude aussi tient aussi en compte quel est l'apport de l'irrigation. Parce qu'on peut dire le Grand Nord est une terre propice pour le blé, mais n'a pas assez de pluie puisqu'elle est dans la zone sahélienne. Elle n'a pas assez de pluie et maintenant, on apporte. Mon étude dit les pluies auront par exemple une quantité de 1000 mm, or le blé a besoin de 1500 mm et par irrigation, on apporte 500 mm de pluie. Oui, donc merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup Hein, pour oui, ces ben, informations. écoutez, Dieudonné, vous avez posé une question très pertinente qui souligne un des impacts très réels et actuels qu'a le conflit en Ukraine. L'Ukraine étant connue évidemment comme un des greniers à blé de l'Europe, mais il y a toute une répartition systémique de ces impacts. Écoutez, là, on doit aller à la pause. Je sais qu'il y a une main levée. J'apprécierais que les questions qui s'adressent aux conférenciers, donc, soient posées dans le chat, s'il vous plaît. Vous pourrez y répondre et rester en contact, mais je vous remercie donc d'utiliser ce canal. Je souhaiterais donc, avant d'aller à la pause, interpeller rapidement nos deux premiers collègues, donc Mohamed euh, j'aimerais savoir, de nos deux premiers présentateurs, vous nous avez présenté des modèles qui étaient avec des terrains, donc pour le premier dans le nord-est de l'Amérique et pour le deuxième, donc à la rivière Saint-Charles à Québec. Ma question peut paraître banale, mais elle est toute simple. Est-ce que vos modèles, donc vos études, peuvent être éventuellement appliquées à d'autres terrains? Donc, êtes-vous toujours avec nous, Isa et Mohamed? Oui, et mon Donc, modèle, tout simplement, est-ce que vos modèles, donc j'ai vu qu'Isa a pris la parole, est-ce que vos modèles peuvent être applicables éventuellement à d'autres terrains d'études, tout simplement? oui, et parce que ce modèle utilisait le débit à station amont pour vous de débit de station monde. C'est une simple méthodologie, mais ça a besoin d'un complexe. Un modèle d'apprentissage automatique. Pour la première phase de modélisation, on va vérifier pour 5 choses. Après ça, on va vérifier pour les autres rivières. Très bien, merci beaucoup, Isa. Donc, Merci à en vous. vous redisant tout l'intérêt qu'a suscité votre présentation et en vous remerciant, Mohamed Zinodine, êtes-vous toujours avec nous? Oui. Pour une réponse aussi, je reprends en anglais. Désolé. That's okay. The model I developed is applicable to other places, Okay. but sometimes it needs a recalibration for other regions. For example, if you want to use in Canada, some of the parameters, not all of them,
should be recalibrated, and then it can be used for the whole area. So it is applicable, but in different conditions, in different situations. It needs a minor adjustments that can be done with any data available in that area. Thank you. C'est très clair. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, en vous redisant également tout l'intérêt qu'a suscité votre présentation. Donc, écoutez, je voudrais remercier nos 4 premiers conférenciers. Donc, je sais que malgré la distance, on a pu se rejoindre, donc, dans certains cas, et ça a été un beau panel. Donc, je vous remercie. On va évidemment vous garder avec nous pour la suite des choses. Donc, je vais vous inviter à nous rejoindre à 10h30. Donc, on se donne une pause de 10 minutes et on passera au deuxième panel autour de...